L'histoire commence avec un garçon nommé Ryo qui se retrouve dans un étrange espace blanc, ne sachant pas du tout où il se trouve. Tandis qu'il observe les environs, un homme émerge des nuages et lui explique que même si ce n'est pas l'au-delà, il a malheureusement perdu la vie lors d'un accident tragique. En entendant cela, Ryo se remémore avoir été percuté par un camion et demande à l'homme s'il est Dieu. Mais l'homme lui répond qu'il est davantage un ange, et comme il ne révèle jamais son nom, Ryo décide alors, avec une certaine désinvolture, de le surnommer le faux Michael. Michael lui explique alors que Ryo sera réincarné dans un monde tout à fait différent, nommé Phi. Mais chose surprenante, aucune mission ou tâche particulière ne lui a été assignée, il est donc entièrement libre de vivre comme bon lui semble. Ryo y réfléchit un instant et exprime son désir d'une vie paisible et tranquille, ce que Michael accepte sans la moindre hésitation. Il poursuit en expliquant que Phi est un monde où en fait, seulement 20% de la population est capable d'utiliser la magie, cela dépend de leur affinité élémentaire naturelle. Et dans le cas spécifique de Ryo, son élément le plus puissant sera l'eau, c'est certain, puisqu'il a expressément demandé une vie tranquille, Michael a déjà effectué tous les préparatifs nécessaires. Il lui révèle qu'une petite maison a été spécialement aménagée pour lui, au cœur de la forêt de Rondo, et qu'elle est protégée par une puissante barrière magique afin de tenir les monstres à distance. Après cela, Ryo ouvre le démarrage, il recevra à l'intérieur de sa toute nouvelle maison et il jette un regard circulaire abondant, observant les lieux. Il découvre alors une chambre froide, entièrement vide et assise à sa grande surprise que même elle n'a jamais entendu la langue de sang, la moindre incapable de violence, sans la moindre difficulté. Il y a aussi, une fois qu'il a terminé d'inspecter les lieux, il sort à l'extérieur pour faire ses premiers essais de magie. Il lance Michael avec et observe gentiment une sphère d'eau se matérialiser dans sa main. Après avoir tenté l'expérience quelques fois de plus, il réalise que prononcer l'incantation n'est absolument pas nécessaire du moment qu'il visualise très clairement le sort dans son esprit. Plus tard, il se dirige vers le bain avec l'espoir de pouvoir enfin profiter d'une bonne eau chaude, mais il découvre très vite qu'il ne peut créer de l'eau qu'à température ambiante et pas plus. Il décide alors d'essayer d'allumer un feu à l'ancienne, comme ne voulant absolument pas abandonner. Malheureusement, une approche tout à fait différente échoue lamentablement. Il songe à utiliser ses bras du soleil pour allumer ce feu et commence à imaginer des molécules d'eau se regroupant, se condensant pour former de la glace. Il parvient à former un morceau de glace qu'il façonne comme une lentille et l'utilise pour concentrer la lumière du soleil, réussissant enfin à allumer une flamme pour son bas. Tandis qu'il se détend dans l'eau, il se demande si par hasard il ne serait pas possible d'utiliser la science pour créer de l'eau chaude directement sans passer par le feu. Le lendemain matin, alors qu'il prend son petit déjeuner, Ryo commence à sérieusement réfléchir à son plan d'action pour l'avenir. Car une fois que toutes les provisions de nourriture seront à l'extérieur, il n'aura absolument plus d'autre choix sur un arbre, s'aventurer dans la forêt pour chasser. Petite marque. Il décide donc, espérant obtenir de bien meilleurs résultats, il passe à un sort de jet d'eau grand sérieux. Mais le résultat s'avère tout aussi décevant, voire insignifiant. Se souvenant des paroles de Michael, une fois qu'il est pleinement satisfait de ses progrès, il commence à s'exercer à créer des lances de glace, il continue de s'entraîner assidûment, il parvient à les former, certes, mais elles tombent simplement au sol, sans jamais atteindre leur glace presque. Et même si leur forme et leur vitesse nécessitent encore beaucoup de travail, il persiste et continue de s'entraîner sans relâche ou de précision. En chemin, il espère bien sûr ramasser du quartz qu'il pourra utiliser pour l'aider à allumer des feux durant la nuit. En explorant les environs, il découvre des rivières vers la forêt cristalline, de vastes espaces ouverts. À ce moment précis, et même à sa grande joie, surgit brusquement quelques pierres de quartz près de la rive. Se sentant plutôt bien, il décide de cueillir quelques herbes et de reprendre le chemin sur le retour. À la toute dernière seconde, Ryo se remémore la façon dont le sanglier se retourne pour charger à nouveau, mais Ryo réagit avec une vitesse fulgurante et lance une flaque de glace sur le sol, le rendant ainsi extrêmement glissant. Glacées, le sanglier perd à leurs pieds et commence à glisser inéluctablement vers Ryo, remporte sa toute première victoire, lance un grand Après cela, Ryo dépasse justement le monstre et reprend le chemin de sa maison violemment. Une fois arrivé, il feuillette le guide des monstres et les pages, il remarque que les deux dernières sont clairement marquées comme des éditions spéciales, alors il décide de consulter mineur, une page décrit les dragons comme des créatures incroyablement puissantes, capables de détruire des villes entières sans le moindre effort, et l'autre évoque des êtres mystérieux appelés Kuma. Le livre indique très clairement qu'ils ne sont absolument pas des anges déchus et lui conseille simplement de prier de toutes ses forces pour ne jamais en croiser un. Le lendemain matin, Ryo se met en route pour sa deuxième expédition dans la forêt, laissant enfin derrière lui les vieux gigantesques monstres oiseaux qu'il avait soudainement et l'attaque depuis la terre. Grâce au livre, il le reconnaît immédiatement. C'est un faucon assassin, une créature capable d'utiliser la lame d'air, une forme invisible de magie du vent. Mais le véritable danger de ce monstre réside en fait dans son bec acéré comme une lame de rasoir. Ryo commence à courir en arrière tout en se défendant des lames d'air
en lançant des murs de glace d'eau sur plein vol, et celui-ci les esquive tous. Il réalise avec très vite et déconcertante, puis se prépare à être assez rapide en utilisant une capacité de plonger à s'échapper de l'oiseau depuis cette situation. Ryo forme un bouclier de glace juste devant lui et l'oiseau finit par s'y écraser violemment, tombant lourdement près de Ryo. Ryo tente de l'achever, mais l'oiseau récupère avec une rapidité étonnante et s'envole à nouveau. Un œil blessé par le violent impact qu'il a subi après son départ, il fixe Ryo du regard, le reconnaissant désormais comme son véritable rival, puis s'envole majestueusement au loin, disparaissant à l'horizon. En plus de cela, tout sans but dans l'obscurité de la nuit et tombe alors sur la forêt lumineux, et il n'a absolument aucune idée de l'endroit où se trouve sa maison. Et au beau milieu de ce lac, après cette étrange rencontre, sans tête, Ryo tranquillement un cheval, le chemin de sa maison qu'il reconnaît, et au fil des jours qui passent, comme il continue de s'entraîner avec une grande assiduité. Il parvient enfin à maîtriser considérablement sa magie défensive, le rendant suffisamment puissant lors de l'une de ses excursions. Il se rend n'importe et tente de nager un peu d'un seul et par s'échapper de justesse des tentacules d'une pieuvre un peu trop curieuse. Ses efforts commencent alors lentement à porter leurs fruits et il développe un tout nouveau sort qu'il nomme le jet abrasif, une technique d'une telle acuité qu'elle peut trancher la roche la plus solide. Une nuit, se sentant bien plus confiant en ses propres capacités, Ryo façonne une lame de glace et retourne dans la forêt pour y défier le mystérieux Dullahan sans tête. Il se demande si cet être est réellement un monstre ou s'il est tout simplement trop puissant et trop avancé pour figurer dans le guide du débutant. Sans y réfléchir plus longtemps, il charge et les deux adversaires commencent alors à se battre de sa main. Ils s'affrontent avec une facilité plusieurs reprises et à un certain moment, Ryo pense qu'il pourrait bien l'emporter Ryo en deux. Décisif. Cependant, il bloque l'attaque avec un rapide bouclier de glace. Après avoir perdu ce combat, Ryo s'effondre et se relève qu'il n'est toujours pas prêt à vaincre quelqu'un d'aussi épée de glace de manière appropriée. Mais pour une raison étrange, il a l'impression que le lame agit comme un professeur. Le lendemain, alors que Ryo, sans un mot, paisiblement au cœur de la forêt, et observe un grand oiseau noir retourner tranquillement dans les profondeurs du lac impressionnante. Il le reconnaît très vite. Le monstre lance soudainement une attaque de laser d'une puissance redoutable sur lui, et il faut pas moins de 5 boucliers de glace pour réussir à bloquer cette attaque. Ryo réalise sur son œil. Il se demande alors si la créature n'aurait pas évolué son attaque en piqué avec 10 boucliers de glace, mais l'oiseau les transperce tous avec une facilité déconcertante. Ryo continue de bloquer ses lames d'air avec ses murs de glace qui s'avèrent bien trop faibles et tente de contre-attaquer avec quelques lances de glace, mais l'oiseau les esquive toutes avec une agilité incroyable. Il esquive de justesse l'attaque, aussitôt en un seul morceau, avec une capacité de négation magique. Juste à ce moment-là, l'oiseau le frappe avec un éclair fulgurant, et une fois de plus, de glace magique de Ryo d'un cheveu. Les faisant enchaîne alors avec une attaque griffue, mais Ryo sort son épée et la part habilement. Après cela, il continue de se défendre avec son épée, tranchant les lames d'air et se protégeant des griffes massives de l'oiseau. Ensuite, le faucon assassin se prépare à lancer sa toute dernière attaque, mais au lieu de s'enfuir, Ryo tient fermement sa position tel un véritable épéiste et parvient à frapper l'oiseau directement au cou dès qu'il entre dans sa portée, tout en esquivant habilement sur le côté. Alors que la créature s'effondre, Ryo s'approche d'elle et la remercie sincèrement pour ce combat et pour l'avoir aidé à devenir plus fort en le poussant jusqu'à ses limites. Il saisit ensuite son épée et déclare que par respect pour leur rivalité, il va y mettre fin maintenant. Il achève alors le monstre en retirant sa lame de son corps. Après cela, il commence à reprendre le chemin de sa maison, mais un dragon rouge, d'une taille absolument massive, apparaît soudainement et atterrit juste devant lui. Il tente de communiquer par télépathie un grand oiseau noir dans les environs que Ryo est capable de l'entendre. Le dragon semble alors très satisfait que la connexion ait parfaitement fonctionné. À sa grande surprise, le dragon ne semble absolument pas en colère. En fait, il paraît même plus impressionné que tout le reste. Alors que ses yeux se posent sur l'épée que Ryo porte à sa taille, voyant là il la reconnaît immédiatement comme étant la lame du roi des fées, dragon, et déclare que Ryo a qu'il certainement dû faire quelque chose pour gagner sa précieuse faveur. À discuter et finissent par passer la journée entière en conversation. Alors que le soleil commence son envol, il se présente le dragon enfin, révélant qu'il doit absolument rentrer chez lui bien au-dessus dans les cieux. Le faux Michael est en train de revoir les détails de la réincarnation. Ryo et réalise pas de mission particulière. Il songe alors qu'il y a déjà 10 000 ans qu'il n'a pas vu quelqu'un avec un autre remarqué mentionnant au passage une jeune fille venue d'un autre monde. Et il révèle ensuite que dans le cas spécifique de Ryo, il possède le trait caché de la jeunesse éternelle. Le lendemain, Ryo ressent une forte envie de fruits de mer et se dirige alors vers la côte. Lorsqu'il arrive, il découvre un navire
naufragé gisant le long du rivage, qui semble avoir été complètement détruit par une violente tempête. En fouillant attentivement les débris, il tombe sur un corps sans vie, ce qui le plonge dans une profonde tristesse. Mais juste à ce moment précis, il entend un faible gémissement tout près, et il découvre un homme qui s'accroche à peine à la vie. Alors Rio ramène rapidement l'homme blessé chez lui et lui prodigue des soins. Il se tourne et quelques temps plus tard, l'homme rêve du terrible naufrage. Il se lève alors sur le rivage et se réveille en se demandant où il a bien échoué. Réellement Rio sort peu après pour prendre de ses nouvelles, soulagé de constater qu'il est enfin éveillé. L'homme est profondément choqué lorsqu'il réalise qu'il n'a absolument pas pu sentir la présence de Rio derrière lui. Et il se demande pourquoi ce dernier est si mal habillé. Rio semble joyeux au premier abord, mais décide de montrer tout le respect qu'il doit à son sauveur. Était le seul à s'en être sorti vivant comme Abel ne semble pas trop affecté par la nouvelle et explique que les autres n'étaient de toute façon que des contrebandiers. Il n'y a donc absolument aucune raison de s'inquiéter pour eux. Juste à ce moment précis, son estomac commence à gargouiller bruyamment. Alors Rio se présente à lui et l'invite à entrer pour partager un repas. Pendant qu'il mange, Abel découvre que Rio ne possède absolument aucun vêtement car il n'a pas été capable de fabriquer du fil. Quand il lui demande pourquoi Rio n'en a pas simplement acheté dans une ville des environs, Rio explique qu'il n'y a pas la moindre ville à proximité ni même une seule qui vivent dans toute cette région. En entendant cela, il lui demande s'il a également chassé la nourriture qu'ils étaient en train de manger tout en désignant son couteau. Rio répond qu'il l'a fait, puis crée de l'eau à l'intérieur d'un bocal, révélant ainsi qu'il est un mage de l'eau. Voyant cela, Abel déclare que c'est vraiment impressionnant et que même dans les provinces centrales, seule la moitié de la population est capable d'utiliser la magie, bien que lui-même n'en soit pas capable personnellement. Cela surprend grandement Rio, car Michael lui avait pourtant dit que seulement 20% des gens étaient capables d'utiliser des sorts. Peu de temps après, Abel demande à Rio s'il peut l'accompagner jusqu'à la côte pour confirmer une certaine chose, et Rio accepte. Alors qu'il se fraye un chemin à travers la jungle, Abel demande à Rio s'il utilise un bâton de mage. Quand Rio admet qu'il n'en possède pas, Abel suppose que c'est à cause de la vie extrêmement difficile qu'il est en train de mener. Pensant que Rio ne serait pas d'une grande utilité au combat sans un bâton, Abel déclare qu'il prendra les devants s'il venait à rencontrer des monstres. Rio essaie de minimiser la chose, mais Abel insiste fermement et dit qu'il ne peut pas continuer à être celui qui est toujours sauvé. Alors, finalement, Rio accepte. Quand ils atteignent enfin la côte, il remarque avec une certaine surprise que les cadavres des contrebandiers ont complètement disparu. Rio suggère alors qu'ils ont été soit emportés par des monstres. Il demande ensuite à Rio de laisser tomber toutes les formalités et d'arrêter de l'appeler Monsieur Abel d'une voix Rio argumente qu'il aurait très certainement mais il accepte tout de même et à partir de ce moment précis, les deux l'avaient pas sauvé à temps comme de véritables amis. Abel descend de l'épave du navire et dit à Rio que malheureusement, il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait. Rio lui demande alors ce qu'il compte faire par la suite. Abel répond qu'il souhaite absolument retrouver ses alliés et pour cela, il devra se diriger vers une ville nommée Lune. Cependant, Rio admet qu'il n'est pas certain de l'endroit exact où il se trouve actuellement et craint que le navire n'ait dérivé bien trop loin vers le chemin vers le nord. Abel fait alors après une courte pause de réflexion audacieuse tout à fait d'accord à Rio être le guide et suggère qu'il parte dès le lendemain car il a besoin d'un petit peu de temps pour se préparer. Son guide personnel. Cette nuit-là, Rio commence à se préparer pour s'aventurer dans la jungle. Quand Abel le voit et lui demande pourquoi il part si tard, Rio répond qu'il souhaite dire au revoir à quelqu'un et que cette personne n'apparaît qu'à cette heure précise. Abel commence à se demander qui cela pourrait bien être car plus tôt, Rio lui avait pourtant affirmé qu'il n'y avait absolument personne d'autre ici. Mais il décide ensuite, pendant ce temps, Rio aller à l'endroit habituel et interpelle le roi décédé. Il lui annonce qu'il est probablement préférable de ne pas trop s'immiscer dans ses affaires qu'il a reçues jusqu'à présent. Avant de s'en aller, il lui demande un tout dernier entraînement et y met absolument toutes ses forces. Après leur duel, le roi des fées sort de l'eau un costume fraîchement plié et le lui tend comme un cadeau d'adieu que Rio accepte avec une immense gratitude. Le lendemain, il enfile ce costume et se prépare minutieusement pour la longue route qui l'attend avant de partir avec Abel. En chemin, il tombe sur un sanglier mineur. Abel s'avance alors et le vainc avec une facilité déconcertante grâce à une compétence de combat qu'il nomme se dit qu'un mage ne empalement total. Voyant cela, Rio est profondément impressionné et demande ce qu'était donc le reste de la journée est consacré à la marche et lorsque la nuit tombe, ils se reposent à l'intérieur du tronc d'un grand arbre bien à l'abri. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage et tombent sur un groupe d'hommes lézards en chemin. Abel, l'air très prudent, déclare qu'il serait bien trop risqué de les affronter dans le marais. Il décide donc de prendre un itinéraire différent en passant par les bois pour les éviter. En marchant, Rio dit discrètement à Abel que les hommes lézards semblent bel et bien les suivre. Sur ce, tous deux se préparent à engager le combat, mais Abel est toujours inquiet de savoir comment Rio va gérer la situation sans son bâton. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot de plus, Rio s'avance et lance une lance de glace, abattant ainsi 4 hommes lézards en un seul et unique instant. Rio dit à Abel de rester extrêmement vigilant car d'autres ennemis approchent, et peu de temps après, tous deux finissent par éliminer le reste des hommes lézards. Après le combat, Abel se tourne vers Rio et l'interroge sur le sort qu'il vient d'utiliser, complètement stupéfait de la façon dont il a réussi à lancer 4 lances de glace avec une seule et unique incantation.
incantation. Rio hausse les épaules avec une désinvolture totale et dit que de telles choses maintenant sont tout à fait normales quand il s'agit de magie de l'eau, puis il lui offre un verre d'eau pure créé à partir de glace. Abel remarque que Rio utilise une incantation différente cette fois pour invoquer l'eau et l'interroge à ce sujet. Mais Rio balaye la question d'une excuse paresseuse et dit qu'Abel doit sûrement s'imaginer des choses. Alors qu'il continue de marcher, Abel sort une pièce de bronze et la montre à Rio, expliquant que c'est un étranger de bronze, la monnaie utilisée par le royaume de Knightly, là où se trouve la ville de Lune. Rio s'illumine à la simple mention du nom du royaume et Abel précise alors que c'est l'un des 3 grands royaumes des provinces centrales, aux côtés de l'Empire Jibui et de la Fédération Andel Yu. Rio fait immédiatement une grimace en entendant parler de l'Empire 2 et déclare que ce nom sonne vraiment stupide. Il ajoute qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il veuille un jour être appelé citoyen d'un endroit portant un nom aussi ridicule. Sur ces mots, il continue d'avancer et atteigne de vastes champs ouverts. Juste à ce moment précis, un morceau de roche fonce vers Abel surgissant de nulle part. Mais il le coupe en deux et réalise alors qu'ils sont tombés sur un véritable nid de golems de roche. En entendant cela, Rio commence à se demander pourquoi les golems n'ont pas du tout l'apparence humanoïde qu'il avait imaginé. Pendant ce temps, Abel charge et utilise sa compétence de empalement total pour percer un trou dans le corps d'un golem tout proche. Mais celui-ci se régénère immédiatement et le force à reculer. Voyant cela, Rio dit à Abel qu'il souhaite essayer quelque chose de tout à fait nouveau. Il lance alors 10 murs de glace, les transformant en un cube de glace absolument massif et le fait s'écraser d'en haut, écrasant ainsi 2 golems en un seul et unique coup. Abel reste là, figé dans le silence. Une fois le dernier golem abattu, il remarque qu'il a cessé de bouger après avoir trébuché et être tombé sur le côté. Rio se demande s'ils absorbent de l'énergie de la Terre grâce à l'énorme pierre magique qu'ils ont en dessous. Et pourtant, Rio fait en sorte devait vaincre d'autres monstres dans la zone et absorber leur XP, car sa pierre magique est d'une couleur vive et plutôt grande. Après cela, il récupère la pierre comme butin. Rio regrette de ne pas avoir pu collecter celle des autres golems car il les a malheureusement toutes écrasées sous ses cubes de glace. Peu après, il tombe sur une créature géante ressemblant à un hippopotame qu'Abel identifie comme un behemoth. Rio se demande s'il devrait vraiment l'abattre, mais Abel le déconseille aussitôt. C'est alors qu'ils aperçoivent un groupe de wyverns volant vers le behemoth et se demandent à fond s'ils n'ont pas obtenu des places aux premières loges pour une bataille de monstres épiques. Abel pense que le behemoth est clairement désavantagé, mais Rio le corrige, affirmant qu'il ne se laissera pas vaincre si facilement. À ce moment précis, l'énorme monstre pousse un rugissement assourdissant, avec des effets d'annulation de magie et abat toutes les wyverns d'un seul coup. Plus tard cette nuit-là, en campant, Rio taquine Abel, lui disant qu'il voulait voir une deuxième manche entre lui et le behemoth. Mais Abel rejette immédiatement l'idée, la qualifiant de ridicule. Il reparle ensuite de l'annulation de magie, disant n'avoir entendu parler de pièges avec un tel effet que dans les donjons. Le mot donjon capte instantanément l'attention de Rio. Il accuse Abel de lui cacher toutes les choses amusantes, lui demandant s'il y a autre chose qu'il n'a pas encore mentionné. Abel lui demande alors si Rio connaît les elfes ou les nains. Sa description correspond parfaitement à ce que Rio sait déjà, et Abel révèle qu'il y a aussi un elfe à Lune. Le lendemain matin, alors qu'ils poursuivent leur chemin, Rio dit qu'une fois les montagnes traversées, ils entreront en territoire humain. Cela fait s'arrêter Abel un instant qui lui demande comment Rio sait une chose pareille. La vérité c'est que le dragon rouge le lui a dit, mais au lieu de cela, Rio balaye la question appelant cela une connaissance au-delà de la compréhension humaine. Et, étrangement, Abel laisse tomber sans le questionner davantage. Alors qu'ils marchent paisiblement, un griffon géant apparaît soudainement de nulle part, les figeant tous les deux de peur. Réfléchissant vite, Rio lance un morceau de viande en l'air et dit à Abel de faire de même. Le griffon accepte l'offrande et s'envole sans faire d'histoire, les laissant pousser un énorme soupir de soulagement, sachant que s'il avait choisi d'attaquer, il n'aurait pas survécu pour raconter l'histoire. Abel affirme qu'il y a définitivement quelque chose qui cloche avec cet endroit, car aucun humain n'a signalé avoir vu de griffon ou de behemoth depuis des siècles, mais Rio hausse les épaules et dit que ces humains n'ont probablement pas cherché assez attentivement. Alors qu'il continue d'avancer, il tombe sur un groupe de wyverns en train de savourer leur repas. Abel souligne qu'il faudrait au moins 20 aventuriers expérimentés pour affronter un tel groupe, et même dans ce cas, il y aurait de lourdes pertes, mais Rio rétorque que puisqu'ils sont entrés en territoire wyvern, ils devront de toute façon s'en occuper tôt ou tard. Il convainc Abel de se lancer dans le combat et lui demande si ce serait plus facile s'il pouvait les clouer au sol. Abel répond que cela faciliterait leur élimination car il pourrait les atteindre avec son épée. Alors Rio s'avance, lance des lances de glace sur les créatures et laisse Abel les achever. Après cela, il continue d'utiliser ce combo pour abattre toutes les wyverns qui se dressent sur leur chemin et parviennent à collecter un tas de grandes pierres magiques vertes. Abel se demande comment ils réussissent si facilement, mais avant qu'ils ne puissent savourer la victoire, une autre vague de wyverns apparaît, cherchant à se venger. Et cette fois, c'est Abel qui se jette le premier, déjà transformé en accro au combat grâce à la mauvaise influence de Rio. Alors qu'ils sortent enfin de la monstrueuse chaîne de montagnes, Abel regarde autour de lui et se demande où ils ont atterri, notant qu'ils sont définitivement allés assez loin au nord. Rio donne une réponse fatiguée mais honnête, disant que n'importe où en dehors de l'Empire VI lui convient. Abel le rassure en expliquant que l'Empire se trouve encore plus au nord que là où ils sont actuellement. À ce moment-là, Rio aperçoit une route allant d'est en ouest.
Alors qu'il s'y dirige, Abel jette un coup d'œil en arrière vers les montagnes imposantes derrière eux avec une légère expression d'inquiétude. Puis il désigne le chemin vers l'ouest et dit qu'il devrait mener à la ville de Kaladi. L'idée d'un vrai lit leur remonte le moral à tous les deux. Abel ajoute une forte recommandation pour la cuisine locale, affirmant qu'elle vaut le voyage à elle seule. Cette nuit-là, ils arrivent à la guilde où Abel dit à Rio d'aller s'enregistrer. Il explique que la carte de guilde peut être utile de bien des façons et couvrira même ses frais d'entrée, lui rappelant qu'il a déjà payé une pièce d'argent pour lui et a agi comme son garant cette fois-ci. Rio plaisante en disant que cela ressemble à un plan louche pour le recruter comme son serviteur. Mais Abel se moque de l'idée, affirmant qu'une astuce aussi bon marché est bien en dessous de lui. Il explique ensuite les vrais avantages d'être enregistré auprès de la guilde, comme pouvoir vendre des pierres magiques et des matériaux de monstres à de meilleurs tarifs. Sinon, dit-il, Rio devrait chercher un alchimiste juste pour faire une vente. À ce moment-là, la serveuse apporte une assiette de riz au curry. Rio se souvient soudain de toutes ces histoires d'isekai qu'il a lues, où le héros devait se tuer à la tâche juste pour goûter du curry. Mais le voilà en train d'en manger sans lever le petit doigt. Dès qu'il prend une cuillerée, il adore la saveur et s'emballe, demandant même une deuxième portion. Le lendemain, alors qu'ils partent pour Loon, Rio recommence à jouer la victime et accuse Abel de lui cacher encore un autre secret. Il fait son numéro, tel un prince exigeant des réponses, lui demandant cette fois si Abel lui cache aussi de délicieuses sucreries. Peu après, les deux arrivent à la ville de Lune, où un garde nommé Nimmer est visiblement excité en voyant son camarade perdu. Abel attribue tout le mérite à Rio pour l'avoir aidé à revenir en vie, et Namor le remercie personnellement. Abel couvre même les frais d'entrée de Rio, et les deux se dirigent directement vers la guilde. Là, Abel lui dit qu'il peut même améliorer son enregistrement juste en étant avec lui. Quand Rio demande ce que cela signifie, Abel explique que normalement, tout le monde commence au rang F. Mais si quelqu'un a le soutien d'une personne de rang B ou supérieur, il peut être promu au rang D. En entendant cela, Rio lui dit qu'il est fier car cela doit signifier qu'Abel est très bien classé. Abel parle ensuite des avantages d'un rang plus élevé comme des emplois mieux rémunérés. Mais avec la quantité de pierres magiques que Rio a collectées, l'argent ne devrait pas être un problème de sitôt. En fait, il craint que s'ils essayaient de toutes les vendre d'un coup, cela ne fasse même s'effondrer le marché. Pourtant, il reste positif, disant que le maître de guilde devrait être assez intelligent pour le comprendre par lui-même. Après cela, ils entrent, et dès qu'ils franchissent le seuil, la réceptionniste crie presque le nom d'Abel, et tout l'endroit s'illumine à la vue de son retour en vie. Tout le monde se précipite comme s'il était une sorte de célébrité. Entouré de visages familiers et de vieux amis, Abel est rapidement entraîné dans la foule, tandis que Rio sourit discrètement et sort, pensant qu'il pourrait bien être de trop. Dans la rue, la seule elfe de la ville passe devant lui et remarque immédiatement la robe que porte Rio. Quand il lui demande si quelque chose ne va pas, elle répond qu'elle admirait simplement la robe, la qualifiant de remarquable et disant qu'il semblait être une personne intéressante. Elle s'excuse ensuite poliment, disant qu'elle a un endroit où aller et ajoute qu'elle espère qu'ils se reverront. Alors qu'elle disparaît dans la rue, la porte de la guilde s'ouvre et Abel sort, cherchant Rio du regard. Dès qu'il l'aperçoit, il l'attrape et le tire à l'intérieur, le présentant à tout le monde et l'appelant son sauveur. Il annonce ensuite que Rio va s'inscrire comme aventurier et la foule l'accueille chaleureusement, le remerciant d'avoir sauvé leur ami et d'avoir pris soin de lui. Abel emmène ensuite Noga directement à la réceptionniste et lui demande de l'enregistrer au rang D sous son parrainage. La demande la prend clairement au dépourvu car personne de l'épée écarlate n'a jamais parrainé quelqu'un personnellement auparavant, et cela en dit long sur la valeur de Rio. Bien que la réceptionniste semble comprendre l'importance de la chose, elle évoque tout de même le protocole habituel et dit qu'ils devront d'abord le tester pour confirmer ses capacités. Abel demande à parler au maître de guilde pour régler cela, ainsi que quelques autres points. La réceptionniste s'en charge et leur dit d'attendre dans la salle de réunion. Dès que la nouvelle de la survie d'Abel se répand, le maître de guilde arrive en trombe et tombe à genoux de soulagement. Abel se précipite pour l'aider à se relever, s'excusant de l'avoir tant inquiété. Le maître de guilde ne l'entend pas de cette oreille et commence à se plaindre d'avoir vécu un enfer absolu depuis qu'il a appris la disparition d'Abel. Finalement, ses yeux se posent sur Rio et il demande qui est ce magicien. Abel présente son sauveur une fois de plus et le maître de guilde répond en se présentant comme Hugues. Il remercie ensuite Rio qui répond qu'il s'est simplement trouvé au bon endroit au bon moment. Abel évoque ensuite le parrainage de Rio pour le rang D. Quand Hugues demande s'ils ont des preuves pour étayer cela, Abel répond que Rio est bien plus fort que lui et dépose nonchalamment toutes les pierres de monstres de haute qualité sur la table, disant au maître de guilde qu'ils les ont ramassées sur les monstres qu'ils ont vaincus en chemin. Hugues prend un moment pour assimiler ce qu'il voit avant de réaliser que ce sont des pierres de wyvern, et à en juger par la quantité, il aurait fallu une armée entière pour en abattre autant. Abel dit qu'il a quelque chose d'encore plus effrayant à ajouter, révélant qu'ils ont chassé ces wyverns au sud des montagnes maléfiques. Il dit à Rio qu'il l'a réalisé après avoir regardé la route de Shilati.
Rio fait immédiatement remarquer que cela ressemble au genre de nom conçu pour avertir les gens de rester à l'écart, et le maître de guilde le confirme, disant que personne n'est jamais sorti vivant de cet endroit et que la plupart des gens n'approcheraient même pas la zone à moins de n'avoir pas d'autre choix. Abel soutient alors que cela seul devrait être plus que suffisant pour justifier l'augmentation du rang de Rio, et le maître de guilde est d'accord. C'est alors que les coéquipiers d'Abel arrivent et leur mage, Lan, tombe à genoux. Abel se précipite vers la porte et s'excuse de les avoir inquiétés. Après cela, le maître de guilde dit à Abel et à ses coéquipiers, Lynn, Rhea et Warren, qu'ils peuvent avoir la pièce pour eux seuls et demande à la réceptionniste, Nina, d'apporter les documents d'inscription nécessaires à son bureau, en même temps que Rio. Alors que Rio sort, Abel l'interpelle et lui demande d'attendre à la réception après son inscription, car il veut l'emmener quelque part ensuite. Le maître de guilde conduit ensuite Rio dans son bureau et lui dit que le groupe d'Abel, l'épée écarlate, est le groupe le plus fort de la ville. Rio lui demande alors s'il devrait vraiment commencer au rendez, mais le maître de guilde lui dit de ne pas s'inquiéter, affirmant que même si Abel est un prodige, il sait pertinemment que même Abel ne pourrait pas abattre un essaim entier de wyverns seul. Il tape ensuite Rio sur l'épaule, disant que cela signifie qu'il doit être très doué lui-même, puis est un peu surpris de sa carrure solide pour quelqu'un censé être un mage. C'est alors que Nana revient avec les documents d'inscription et commence. Elle se présente formellement comme greffière de la guilde des aventuriers de Lune et commence l'entretien. Après quelques questions de base, elle lui fait savoir qu'une fois enregistré, il sera éligible à séjourner dans les logements de la guilde pour une durée maximale de 300 jours. Quand elle apprend qu'il n'a jamais été dans un donjon, elle lui recommande le cours mensuel pour débutants de la guilde et l'encourage à y participer. Rio montre plus d'intérêt que prévu et une fois l'entretien terminé, elle lui demande de poser sa main sur le cristal pour finaliser l'inscription. À son grand soulagement, il n'explose ni ne se brise comme dans ces scènes d'anime avec des personnages isekai surpuissants. Tout se passe bien et c'est ainsi qu'il reçoit sa carte de guilde officielle. Après leur départ, le maître de guilde pousse un profond soupir, capable de se détendre un peu maintenant qu'Abel est de retour. Avec sa charge de travail qui s'était accumulée depuis sa disparition, il se sent maintenant sincèrement soulagé et décide discrètement qu'il doit une fière chandelle à Rio pour l'avoir ramené sain et sauf. Pendant ce temps, après avoir terminé son inscription, Rio retrouve Abel qui l'entraîne pour collecter la récompense de la mission d'escorte. En chemin, Abel propose de lui acheter des vêtements appropriés et peut-être même un bâton. Mais Rio ne sait pas vraiment pourquoi il en aurait besoin et pose la question. Abel répond alors nonchalamment qu'il a simplement supposé que tous les magiciens utilisaient tous des bâtons. Rio hausse les épaules et dit qu'il peut lancer des sorts sans problème sans bâton, puis ajoute qu'il combat au corps à corps avec une épée. Cela surprend Abel car il n'a jamais vu Rio en porter une. Alors Rio sort sa lame, mais pour Abel cela ressemble plus à un grand couteau qu'à une épée. En marchant, Rio commence à poser des questions de base sur le monde et découvre que les jours de la semaine, le nombre d'heures dans une journée, même la façon dont il mesure les choses en centimètres, tout est exactement pareil que sur Terre. Et avec le Curie qui existe déjà ici, cela semble trop spécifique pour être une coïncidence. En faisant le lien, Rio se dit que quelqu'un d'autre a dû être Aiska dans ce monde bien avant lui. Une fois les achats terminés, Abel l'emmène à la fête organisée pour célébrer son retour. Le lendemain matin, Mana montre à Rio le chemin des logements de la guilde, tandis qu'il se plaint d'avoir trop bu à la fête la veille. Naina lui dit que les hôtes de la fête Ra ne voulaient pas que Rio parte tôt car ils considéraient Abel comme un frère et se sentaient profondément redevables à Rio de l'avoir ramené. Peu après, Rio est conduit à la chambre numéro 15 où il partagera sa chambre avec deux autres garçons de son âge. Le plus énergique se présente comme Nils, tandis que le blond silencieux s'appelle Ito. Alors que Nils sort, il se met immédiatement à parler de la beauté de Naina, montrant clairement qu'il a un sérieux béguin pour elle. Mais Ito lui dit sans détour qu'il n'a aucune chance, surtout avec toute la concurrence qu'il y a. Mais Nils reste confiant, disant que c'est le rêve de tout homme de réussir et de conquérir une belle femme. En entendant cela, Ito ne prend pas la peine de discuter et se tourne vers Rio, lui demandant s'ils peuvent rester informels et amicaux entre eux. C'est alors que Meta revient et présente un nouveau colocataire nommé Aman qui semble un peu plus jeune. Avant de repartir, elle rappelle à Rio d'être prêt le lendemain avec Aman car tous deux sont prévus pour la séance d'entraînement au donjon. Pendant ce temps, Abel a du mal à convaincre son équipe des capacités de Rio. Lynn soutient que le mur de glace est clairement un sort d'eau mais qu'il est si fin que même une simple entaille d'air devrait pouvoir le traverser. Elle dit que le rendre plus épais et le laisser tomber sur des golems ressemble plus à un conte de fées. Alors que Lynn continue de s'opposer, Rio intervient pour la calmer, lui rappelant qu'Abel ne fait que partager ce qu'il a vu. Lynn finit par reculer mais refuse toujours de croire qu'abattre des wyverns avec des lances de glace soit même possible, surtout que ces créatures sont protégées par des barrières de vent. Rhea mentionne alors que le seul mage connu pour accomplir des exploits, comme ceux décrits par Abel, était le légendaire magicien de l'enfer. Elle admet que Rio semble être une trouvaille rare, mais partage aussi son inquiétude que si quelqu'un comme lui se rangeait du côté de l'empire de Dubuk, ce serait une menace sérieuse, mais Abel ne semble pas s'en soucier. Et quand il demande pourquoi, il répond que Rio déteste le nom de Debuti, ce qui semble tout aussi stupide au reste de l'équipe. Rio et le nouveau Aemon commencent leur premier cours d'exploration de donjon ensemble, et après 5 jours de conférence, le professeur termine enfin la partie théorique.
Cela étant fait, il est temps de passer à la pratique. Il annonce donc qu'ils se dirigeront vers la première couche d'un vrai donjon. Amon commence immédiatement à paniquer, mais Ryo lui dit de se calmer, l'avertissant que s'il continue à stresser ainsi, il finira par s'épuiser avant même midi. Avant de partir, le professeur ouvre la séance aux questions et Ryo lève la main. Il demande s'il est possible de se téléporter instantanément à un repère de donjon une fois qu'il a déjà été nettoyé. La question, clairement inspirée par sa connaissance des animes isekai, capte l'attention de tous. Le professeur semble un peu surpris, mais admet être impressionné que Ryo connaisse quelque chose d'aussi spécifique. Malheureusement, il explique que ce genre de fonctionnalité n'est réputé exister que dans les provinces du Sud et le donjon de Lune n'a rien de tel. Evan se tourne vers Ryo, clairement impressionné, et dit qu'il est surpris qu'il sache même cela, ajoutant que Ryo mérite vraiment ce rendez. Une fois tout en place, le professeur conduit la classe vers le donjon tout en partageant un peu de son histoire. Il explique que toute la ville de Loom a été construite autour de ce donjon et que tous les quelques ans, la population de monstres à l'intérieur enfle de façon spectaculaire. Cet événement est connu sous le nom de Grande Marée Montante. Pendant cette période, les monstres atteignent la couche de surface, c'est pourquoi d'énormes doubles murs ont été construits pour les empêcher de se déverser dans la ville. En entendant tout cela, Amon semble un peu mal à l'aise, mais le professeur le rassure en disant que la marée montante ne se produit qu'une fois tous les quelques ans et qu'il n'y a aucun signe qu'elle se produise de sitôt, donc les recrues n'ont rien à craindre. En atteignant l'entrée, il leur montre un comptoir de guilde situé juste au début du donjon et explique que chaque aventurier doit enregistrer son nom et son heure d'entrée avant de s'y aventurer. Ryo remarque qu'Amon lutte toujours avec ses nerfs et lui dit de prendre de profondes respirations pour rester calme. Une fois à l'intérieur, le professeur informe la classe qu'ils sont libres d'explorer par eux-mêmes car il n'y a pas de monstres dangereux à proximité. Alors que Ryo et Amon s'enfoncent plus loin dans le donjon, Ryo sent soudain un monstre et dit à Amon de se préparer, affirmant qu'il va l'immobiliser avec de la magie pour qu'Amon puisse porter le coup fatal. Quelques instants plus tard, une fourmi soldat apparaît et Ryo explique rapidement que le moyen le plus simple de l'abattre est de viser la base de son cou. Il simule ensuite une incantation et tire 8 lances de glace, immobilisant la créature et donnant à Amon un tir net pour l'achever. Ensuite, Ryo montre à Amon comment extraire la pierre magique du corps du monstre. Et une fois cela fait, les deux retournent célébrer leur première expédition réussie. Cette nuit-là, les colocataires organisent une petite fête et Ito les félicite d'avoir réussi à abattre une fourmi soldat dès leur tout premier essai. Amon admet humblement qu'il n'a réussi à porter le coup final que parce que Ryo avait déjà immobilisé la fourmi. Mais Ryo écarte nonchalamment le mérite et laisse Amon profiter des feux de la rampe. Quand Amon demande ce qu'il compte faire ensuite, Amon dit qu'il est prêt à y retourner tout de suite, mais qu'il a peur d'y aller seul. Ryo dit qu'il prévoit d'aller jusqu'au 3e étage et lui propose d'y aller ensemble. Le groupe commence alors à se demander pourquoi une fourmi soldat est apparue au 1er étage alors que ce niveau n'est habituellement rempli que de monstres faibles comme des chauves-souris. Ito mentionne de récents rapports de créatures plus fortes au 1er et 2e étage, ce qui fait se demander à Ryo ce que de tels monstres font là. C'est alors qu'Ebol fait une entrée remarquée et explique que les fourmis soldats peuvent creuser jusqu'aux étages supérieurs. Ensuite, il se présente aux colocataires de Ryo, lançant une pique sur les problèmes de personnalité de Ryo, leur demandant de le surveiller. Ryo réplique, demandant s'il est si désespéré de chercher la bagarre. Pendant ce temps, les autres réalisent soudain à qui il parle et se figent. Neil se lève nerveusement, se présentant comme épéiste et disant qu'en tant qu'aventurier de rang F, il voit Abel comme un héros. Il est honoré de lui serrer la main, qu'Abel accepte humblement, lui disant de travailler dur, mais pas trop, pour ne pas s'épuiser. Brio demande pourquoi Abel traîne si tard, et Abel explique que la quête de son groupe a duré plus longtemps que prévu. Juste à ce moment, son équipe arrive, visiblement agacée qu'il traîne au lieu de se présenter à la guilde. Abel prétend faire son devoir de vétéran responsable en guidant les novices. Lynn dit à Warren de s'en occuper, et l'homme soulève Abel sur son épaule comme un sac de patates et s'en va sans un mot. Après cela, Lynn s'approche de Ryo et le fixe droit dans les yeux avant de se retourner et de partir sans dire un mot. Ryo s'excuse rapidement pour l'intrusion inattendue et dit que leur chef était requis d'urgence. Alors que l'escouade épée écarlate s'éloigne, elle réprimande l'un pour sa grossièreté et lui dit d'arrêter de fixer Ryo, mais Lynn répond que si Ryo est vraiment ce mage de haut niveau, alors il est impossible qu'elle ne soit pas intéressée. En entendant cela, Abel dit qu'ils verront bientôt de quoi son sauveur est vraiment capable. Le lendemain matin, Amon se rend au donjon avec Ryo, et une fois à l'intérieur, ils rencontrent une meute de loups, mais parviennent à les abattre sans trop de difficultés. Après cela, ils s'assoient pour reprendre leur souffle, et Ryo mentionne que le style de combat d'Amon lui rappelle un peu celui d'Abel. Amon dit l'avoir appris de son professeur nommé Kiro. Dans son village, il était un aventurier qui l'avait appris d'une grande académie appelée l'école Hume, bien qu'il n'en soit pas entièrement sûr. Ryo lui dit de ne pas trop y penser et que s'il continue, il pourrait même rattraper Abel un jour. En entendant cela, Amon souligne que Ryo est aussi plutôt doué avec une épée, surtout pour un magicien, et Ryo explique qu'il a eu la chance de s'entraîner avec quelqu'un il y a longtemps.
bien qu'il ne sache pas s'il se dirait bien versé car son style est original. Avant de continuer, il donne à Amon quelques conseils sur le contrôle de l'endurance et la régularité, disant qu'il a voyagé avec Abel pendant un bon moment et qu'il pratiquait toujours ses formes dès le matin. Amon écoute attentivement et dit qu'il mettrait autant d'efforts dans son entraînement. Le lendemain, Ryo décide de faire une pause du donjon et se rend à la bibliothèque pour en apprendre plus sur l'alchimie. La bibliothécaire lui fait une visite rapide et lui indique par où commencer. Plus tard, alors qu'il sort, le ciel s'assombrit soudainement et levant les yeux, Ryo réalise que c'est une éclipse mais il sent que quelque chose ne va pas. Juste à ce moment, un puissant sort de feu le frappe par derrière et il parvient à peine à le bloquer avec un rapide lancement de multiples murs de glace. Alors que le feu s'éteint, une demi-humaine apparaît et à son apparence, Ryo devine qu'elle pourrait être l'une de ces Akuma mentionnées dans les pages spéciales du guide des monstres de sa cabane et à en juger par sa force, il estime qu'elle est probablement aussi forte qu'un behemoth ou un griffon. Il envisage de fuir mais la femme ne lui en donne pas l'occasion et le charge avec un autre sort de feu. Au début, Ryo parvient à tenir bon mais elle lui tire ensuite une lance de vent et le frappe à l'épaule. Ryo sort rapidement son épée et recule, reconnaissant que la cape du roi des fées laissait les sauver d'une grave blessure. Cela surprend aussi la fille Akuma qui dit que c'est déjà impressionnant qu'il puisse affronter son feu infernal, mais pouvoir annuler sa lance de vent était fou. C'est alors que ses yeux tombent sur la robe qu'il porte et demande si elles viennent du roi des fées. Elle tire alors son épée et dit qu'elle devra le découper à l'ancienne, puis fonce avec une attaque. Ryo sort aussi sa lame et la rencontre dans un choc, et ils commencent tous deux à échanger des coups. À un moment donné, l'Akuma parvient presque à couper Ryo, mais il esquive et lui tire une volée de lance de glace. La fille court, les esquivant toutes, alors que l'éclipse commence à s'estomper, et Ryo se demande si elle utilise la magie du vent pour augmenter sa vitesse. Juste à ce moment, l'Akuma saute avec une lourde frappe, forçant Ryo à la bloquer avec son épée. Elle le repousse ensuite d'un coup de pied et demande pourquoi le roi des fées ferait confiance à quelqu'un comme lui, avec sa robe et son épée, et demande qui il est vraiment. Après cela, elle crée une boule de feu, mais avant qu'elle ne puisse finir de lancer son sort, Ryo l'annule avec sa magie de glace, la laissant choquée par sa vitesse d'incantation. Elle le traite de monstre puis se précipite avec son épée. Ryo part toutes ses attaques et lui tire une volée de lance de glace, mais elle les fait fondre avec un mur de feu, avant d'invoquer quelques murs de terre du sol comme bouclier. Profitant de la poussière montante, Ryo lui tire une volée de jets d'eau du ciel et parvient à la blesser un peu. Après cela, il se précipite pour l'achever, mais l'Akuma traverse le mur devant elle et rencontre l'attaque de Ryo de plein fouet. Pendant leur affrontement, Ryo remarque que ses blessures guérissent très vite alors qu'elle le repousse dans un bâtiment. Elle se prépare ensuite à lui tirer une boule de feu, mais Ryo l'a déjà encerclée d'une multitude de gouttelettes d'eau bouillante. Alors que la pluie bouillante s'abat sur elle, elle pousse un cri et se protège avec un dôme de terre avant d'en jaillir avec une expression folle en regardant Ryo. Elle avance ensuite et remarque que l'éclipse touche presque à sa fin et lui dit qu'elle manque de temps. C'est triste car elle ne se souvient pas de la dernière fois qu'elle s'est autant amusée à combattre quelqu'un. Elle se présente ensuite comme Léonore avant de lui demander qui il est. Ryo répond son nom et la qualifie d'Akuma, ce qui la fait s'arrêter. Elle est surprise qu'un humain connaisse même sa lignée et marmonne qu'elle aurait dû l'éliminer quand elle en avait l'occasion, bien qu'elle admette que cela n'aurait probablement pas été possible de toute façon, pas avec la limite de temps toujours en place. Alors qu'elle se retourne pour partir, elle dit à Ryo qu'étant donné sa force, il affrontera certainement d'autres Akuma et lui dit de ne pas mourir avant qu'elle ne puisse le tuer elle-même. Une fois qu'elle est partie, Ryo pousse un long soupir et marmonne que sans la robe du roi des fées, il y aurait un trou dans son épaule en ce moment. Son corps lui faisant mal partout, il décide de prendre quelques livres à la bibliothèque après avoir retiré de l'argent, et quand il vérifie son compte, il y trouve une somme absurde et se demande combien ils ont gagné en vendant les pierres de Wyvern, et dit qu'au moins maintenant, il n'a plus à se soucier de l'argent pendant un certain temps. Après cela, il retourne à sa chambre, mais quand il ouvre la porte, l'endroit est vide. Curieux, il s'approche de la fenêtre et aperçoit ses amis se faire prendre en embuscade par un autre aventurier nommé Dan et sa bande. Dan commence à aboyer sur les amis de Ryo, lançant une logique stupide selon laquelle il les aide à s'entraîner aux embuscades, car les monstres ne donnent pas d'invitation avant d'attaquer. Mais alors les gens avec lui tombent soudainement et nous voyons Ryo debout sur le côté. Il dit à Dan qu'il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il le prévienne avant d'attaquer et lui demande s'il est prêt à s'enfuir la queue entre les jambes. En entendant cela, Dan essaie de le frapper, mais Ryo esquive simplement et le frappe avec la garde de son épée, le faisant tomber. Ryo s'approche ensuite d'Igo et lui lance d'abord une potion, pensant qu'il peut s'occuper de soigner les autres avec sa magie de guérison en tant que prêtre. Après cela, ils vont tous au bain local où Edo soigne les blessures de Ryo et se demande qui a bien pu porter un coup à quelqu'un d'aussi coriace. Les autres se penchent, curieux aussi, mais Ryo écarte simplement la question avec un sourire paresseux et dit qu'il leur en parlera un autre jour. Ils se détendent ensuite et profitent du bain en pensant à Léonore et à la façon dont elle a mentionné qu'il y en avait d'autres comme elle, mais il décide ensuite de se relaxer en disant qu'il a bien mérité une pause pour ce soir. Le lendemain, Aman retourne au donjon avec Nils et Ito à ses côtés. Les trois se dirigent directement vers le 5e repère où Eimon prend position à l'avant et abat un gobelin archer. Après avoir achevé le monstre, Ito utilise une guérison mineure sur lui et traite la petite blessure.
Ito soutient alors que les gobelins archers ne devraient même pas apparaître au 5e repère, et que quelque chose d'étrange se passe. Niels enchaîne en partageant quelque chose qu'il a appris d'Abel, disant que la survie devrait toujours être leur priorité absolue. Il suggère ensuite qu'ils retournent à la surface et divisent leur gain en 3 parts égales. Alors qu'ils commencent le chemin du retour, Aman essaie de le convaincre qu'il devrait former un groupe avec des membres de niveaux de compétences similaires afin que chacun puisse contribuer équitablement et devenir plus fort ensemble. Pendant ce temps, Ryu a voyagé en dehors de la ville pour s'entraîner seul. Il repense à l'incroyable magie que Léonore avait utilisée et réalise que la vitesse d'invocation était le seul domaine où il pouvait égaler l'Akuma. Il décide de travailler sur ses faiblesses et de les transformer en force afin d'être prêt la prochaine fois qu'ils s'affronteront. Ryo ressent aussi une pointe de jalousie envers la créature, pensant à la façon dont elle s'est instantanément rapprochée et est apparue juste devant lui. Il se demande si c'était un véritable exemple de magie du vent et commence à imaginer créer quelque chose de similaire en utilisant la magie de l'eau. Le premier sort qui lui vient à l'esprit est le jet d'eau, alors il décide de l'essayer. Ryu lance une bombe de glace devant lui, monte dessus et imagine 256 jets d'eau jaillissant de derrière pour le propulser en avant à grande vitesse. Cependant, la tentative échoue lamentablement. Il arrête pour la journée et se demande si l'utilisation de plus de 1000 jets aurait pu faire une différence. Une fois son entraînement terminé, il décide de se rendre à la bibliothèque pour chercher des connaissances liées aux Akuma et à l'alchimie. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Lin est déjà assise dans la bibliothèque, parcourant des livres de sorts interdits. Elle ne parvient pas à trouver de magie capable de former un épais mur de glace en plein air ou les lances de glace dont Abel lui avait parlé. Elle abandonne en se levant, pensant que même son maître, Alarian, ne serait pas capable au J-Kick de gérer de tels sorts. Et si quelqu'un le pouvait, ce serait quelqu'un comme le magicien infernal de l'Empire. Juste à ce moment, Sarah apparaît et commente qu'il est étrange de trouver l'un dans un endroit pareil. Lin répond qu'elle est venue chercher quelque chose, puis demande si Sarah était absente de Lune pour une quête de devoirs royaux. Sarah lui dit qu'elle vient de rentrer de sa mission et invente une excuse épars, disant que des émissaires l'attendent déjà. Pendant ce temps, le trio arrive à la guilde et se dirige directement vers le comptoir d'accueil où Naina semble surprise de les voir revenir si tôt. Alors que Niels ne parvient pas à s'exprimer correctement à cause de son béguin pour Mina, Ito lui montre les cristaux magiques qu'ils ont recueillis, ce qui lui fait réaliser qu'ils proviennent de gobelins archers qui ne devraient pas se trouver au 5e repère. Elle s'empresse d'aller informer le maître de guilde et affiche également un avis sur le mur de la guilde, remerciant les trois pour l'information précieuse. Alors que Nin explique tout à Hugh, il sent immédiatement le danger, sachant que de tels monstres n'apparaissent généralement qu'après le 10e repère. Il demande à Mina combien de groupes de rambés sont actuellement disponibles, et elle lui dit qu'il n'y a que l'épée écarlate et la brigade blanche. Le chef de la guilde lui demande alors de les appeler tous les deux à la fois. Peu après, l'épée écarlate arrive à la guilde, et Abel n'a pas l'air ravi d'apprendre que la brigade blanche est également là. Ils entrent dans le bureau de Hugh et au moment où ils arrivent, la brigade blanche attend déjà. Leur chef, Phelps, salue chaleureusement Abel et Abel lui rend son salut. Hilde Maglas ne perd pas de temps et va droit au but. Il remercie rapidement les deux parties d'avoir répondu à sa demande, puis évoque le rapport sur les gobelins archers. Abel demande si l'information est fiable et M. Meglas explique que le retour du trio avec les cristaux en est la preuve. Le chef de guilde les informe ensuite que leur tâche sera d'entrer dans le donjon et de vérifier tout signe du grand sanglier de marée qui fait référence à la croissance explosive des populations de monstres à l'intérieur du donjon. M. Meglas explique que le dernier a eu lieu il y a environ 10 ans et les signes récents qu'ils ont reçus pourraient suffire à confirmer qu'un autre approche. Il leur offre une généreuse récompense pour vérifier cela et partage tous ses plans, mentionnant même qu'il a déjà informé le seigneur de la situation. Le chef de guilde précise qu'il n'a pas l'intention de prendre cela à la légère et demande aux deux parties de partir dès le lendemain matin. Monsieur Hugh les informe également qu'il a émis un avis de fermeture temporaire du donjon. Les deux groupes se lèvent rapidement de leur siège et acceptent la demande. Le lendemain matin, Ri se lève tôt et part pendant que les autres sont encore au lit. Il mentionne qu'il prévoit de visiter le côté nord d'une bibliothèque, espérant trouver du matériel plus avancé que ce qui est disponible du côté sud. Eamon souligne qu'il y a aussi des textes interdits disponibles là-bas, mais Ito leur rappelle que Ryu devrait être au moins de rang B pour y avoir accès. Après lui avoir souhaité bonne chance, Ryu se dirige vers la bibliothèque et en montant les escaliers, il tombe sur Sarah debout, lisant un livre. Pendant ce temps, l'épée écarlate et la brigade blanche se rassemblent près de la porte du donjon. Quand Abel demande à Phelps pourquoi il n'a amené que 20 aventuriers, Phelps explique qu'il n'a sélectionné que ceux classés au-dessus de C, ce qui représente la moitié de la brigade. Abel considère cela comme un choix judicieux et hoche la tête en signe d'accord. Juste au moment où le maître de guilde est sur le point d'ouvrir la porte du donjon, Abel l'arrête soudainement, sentant une présence inhabituelle de l'intérieur. Il demande alors à Lin de le confirmer en utilisant sa magie du vent. Lin lance un sort de vent appelé sonde et révèle qu'il y a bien plus de quelques centaines de monstres qui attendent de près de l'entrée, ce qui est plus que suffisant pour confirmer que le grand sanglier de marée a déjà commencé. Le maître de guilde ordonne immédiatement à tout le monde d'aller chercher les chevaliers et d'alerter toute la zone. Une quête d'urgence est affichée à la guilde et tout le monde se précipite pour remplir ses rôles.
De retour à notre héros, Sarah semble ravie de le revoir. Elle lui demande s'il est un aventurier local, puis se présente correctement, disant qu'elle avait le pressentiment qu'il se reverrait. Elle enchaîne en lui demandant ce qu'il fait à la bibliothèque, et Ryu manque de laisser échapper qu'il cherche des livres sur les Akuma, mais change rapidement sa réponse pour l'alchimie, expliquant qu'il veut éventuellement créer un golem. La jeune fille répond que c'est une belle ambition, et bien qu'elle ne puisse penser à aucun livre de ce genre à proximité, elle lui demande de l'accompagner car elle pourrait avoir quelque chose qui pourrait le guider. Alors qu'il la suit, Sarah lui demande s'il aime lire et Ryu lui dit à quel point il aime les livres, disant que comme il lit depuis longtemps, il se sent un peu nostalgique chaque fois qu'il visite cet endroit. Il demande ensuite si elle est une elfe et si elle est la seule en ville. Sarah explique qu'elle est la seule membre d'un groupe de rambé appelé Le Vent et qu'elle est un peu inhabituelle car les elfes ne restent généralement pas dans les colonies humaines, mais elle pense que c'est une bonne chose qu'elle l'ait fait car c'est ainsi qu'elle a rencontré Ryu. Pendant que Ryu et Sarah profitent paisiblement de leur conversation à la bibliothèque, le chaos commence à se répandre dans la ville alors que des foules se rassemblent en cercle autour du donjon et attendent que les monstres émergent. Les portes du donjon s'ouvrent avec fracas et ce qui apparaît ensuite est un essaim de gobelins mutés. Le chef de guilde ordonne immédiatement à tout le monde d'attaquer avec des flèches et des sorts, mais les gobelins continuent de charger sans ralentir. Voir les chevaliers rejoindre le combat apporte une vague de soulagement à Abel car il réalise qu'il s'agit des chevaliers de Lune du Margrave. Kyle remarque qu'il était content d'avoir eu une réunion avec le commandant Niville plus tôt, ce qui leur a permis de se préparer à temps. Cependant, en regardant la vague massive de gobelins déferler, Hugues commence à s'inquiéter, sachant que la dernière fois n'était pas aussi grave. Alors que la bataille continue, les chefs des deux groupes de guildes font un excellent travail de coordination. Malgré tout, la situation devient critique lorsque Ria signale qu'ils sont déjà à court de flèches. Nels apporte rapidement un nouveau ravitaillement et transmet également un message de Hugues à Abel, lui disant qu'il devrait y avoir un grand monstre gobelin caché derrière la chair à canon, et il veut que l'épée écarlate l'abatte. Tout le monde continue de se battre jusqu'à l'aube, et à ce moment-là, la plupart des gobelins sont anéantis. Le chef de guilde ordonne rapidement aux deux groupes de rambés de se mettre en position et de défendre le mur contre le monstre géant qui approche par l'arrière. Les deux équipes se déplacent en parfaite synchronisation et traversent facilement la dernière vague avant de s'avancer pour affronter ce qu'elles supposent être la dernière menace, un seul général gobelin. Mais à ce moment-là, 3 d'entre eux apparaissent à la place, ce qui signale clairement que le boss final sera un roi gobelin. Abel partage calmement son plan, lui et Phelps affronteront 2 des généraux tandis que Rhea et Shena s'occuperont d'un 3e. Il espère qu'ils pourront terminer le combat avant l'arrivée du roi. L'équipe prend rapidement le dessus sur les généraux, mais juste avant qu'ils ne baissent leur garde, Abel crie soudain à tout le monde de se baisser. Une violente entaille aérienne déchire le champ de bataille, faisant exploser les 3 généraux gobelins et les projetant d'un seul coup du roi gobelin. Abel est stupéfait qu'une telle puissance provienne d'un simple mouvement de bras, et encore plus choqué que le roi ait volontairement sacrifié ses propres hommes. Sans perdre de temps, Abel se précipite avec Phelps et frappe en utilisant sa compétence d'épée d'ombre impeccable suivie d'un empalement royal, mais même cela ne parvient pas à achever la bête. Phelps commence à paniquer, mais Abel appelle Lynn pour qu'elle utilise sa pluie de balles. Heureusement, son plan fonctionne et l'attaque s'abat parfaitement, mettant le roi gobelin à genoux, mettant enfin fin au chaos. De retour à la surface, Sarah et notre héros restent complètement inconscients du combat qui se déroule. Ils se disent au revoir après avoir passé une agréable soirée ensemble, sans aucune idée de la tempête qui venait de passer. Cette nuit-là, quand Rio arrive à la guilde des aventuriers, il se sent confus de voir tout le monde célébrer pour une raison quelconque. Pendant ce temps, le chef de guilde vient de terminer toute la paperasse qu'il devait gérer à cause du sanglier de marée, y compris les demandes de fonds et les évaluations des aventuriers qui ont participé. Le vieil homme trouve le travail épuisant, se sentant submergé à chaque pensée. Après un certain temps, Rio apprend enfin de ses colocataires que les aventuriers célèbrent le grand sanglier de marée. Nels déborde d'excitation en parlant des réalisations remarquables d'Abel contre le roi gobelin, expliquant comment Abel a donné le signal à Lynn, après quoi elle a déchaîné l'un des sorts de vent les plus puissants appelé pluie de balles, et comment Abel a même réussi à l'esquiver. Quand ils avouent ne pas savoir comment il a fait, Abel apparaît en personne et explique que la technique qu'il a utilisée est une compétence d'épée nommée Ombre Parfaite, permettant d'esquiver toutes sortes d'attaques à distance, vraiment très efficace. À ce moment-là, Lynn et Ria, les coéquipières d'Abel, arrivent, disant qu'elles le cherchaient partout. Ria souligne qu'elle était certaine que leur chef serait avec Rio, puis se plaint soudainement à Rio qu'il aurait dû être présent pendant la guerre des marées. Lynn demande alors si Rio est vraiment capable de créer un mur de glace en plein air. Rio hoche la tête et répond que oui, mais explique que sa limite actuelle est d'environ 40 mètres. Il ajoute que cela lui a demandé énormément de temps et d'efforts pour atteindre ce niveau. Réalisant que c'est bien au-delà de ce que la plupart des gens pourraient en faire, l'un devient curieuse et demande si c'est un sort original. Elle explique que, à sa connaissance, la plupart des mages se contentent de réciter les incantations créées par d'autres plutôt que de développer les leurs.
Rio répond qu'il a une façon de penser différente, car il soutient que les incantations sont purement une question de préférence personnelle. Sa réponse laisse Lin stupéfaite, et alors qu'elle reste là, surprise, Rio s'excuse et va chercher quelque chose à manger. Alors que Rio part, Abel explique à Lin que le garçon lance des sorts sans incantation, mais Lin n'arrive tout simplement pas à comprendre. Le lendemain, les colocataires de Rio arrivent à la guilde. Mais comme le donjon est fermé pour un mois, ils ne trouvent pas le moindre travail. Quand Rio passe et leur demande ce qu'ils font là, le trio explique sa situation, ils demandent ensuite à Rio pourquoi il est à la guilde, et Rio leur dit qu'il cherchait un minerai pour pratiquer l'alchimie, mais il est actuellement en rupture de stock. Tandis que les trois remarquent à quel point le minerai est cher, Rio ne pouvait pas trop s'en soucier après tout l'argent qu'il avait accumulé. Quand le trio commence à avoir l'air sombre, Rio décide de les remonter le moral en leur offrant un travail. Il leur dit de chercher un endroit en dehors du donjon où l'on peut trouver du minerai de cuivre. Les trois mentionnent une mine abandonnée près du village de Rusé à environ une demi-journée de marche. Après avoir entendu cela, Rio leur offre 4 pièces d'or chacun et dit qu'il les paiera même s'ils reviennent les mains vides. Il offre aussi 25 pièces d'or pour chaque noyau qu'ils ramènent, à la seule condition qu'ils reviennent tous vivants. Le trio est fou de joie et demande s'il est vraiment d'accord pour payer autant en plus, mais Rio explique que la guilde pourrait ne pas le compter comme un succès officiel puisqu'il ne travaille pas par son intermédiaire. Malgré tout, les trois acceptent le travail à la hâte. Alors que Rio profite d'un moment de calme seul, il entend un bruit dehors et va à la fenêtre pour regarder. Il voit un groupe de chevaliers en train de malmener une fille et de lui ordonner d'aller leur chercher des boissons. Ils essaient de l'entraîner pour de sales affaires quand un homme nommé Dan s'avance pour la défendre et pousse un des chevaliers. Le chevalier se met en colère et tire son épée, disant que bien qu'il n'ait aucune intention de le tuer, il donnera une leçon à cet aventurier et le traite même de vermine. Au moment où il s'apprête à frapper, le chevalier trébuche et tombe, essaie de se relever mais il tombe à nouveau. À ce moment-là, Phelps de la Brigade Blanche arrive pour sauver la situation et dit aux chevaliers d'avoir honte de ce qu'ils essayaient de faire. Les chevaliers essaient de faire les durs, pensant que Phelps n'est qu'un autre aventurier, jusqu'à ce qu'il révèle qu'il est un noble et l'héritier de la maison de Heinlein. Un des soldats réalise qu'ils se sont battus avec l'ancien commandant des chevaliers royaux et le groupe s'enfuit rapidement sans causer plus de problèmes. Ensuite, Dan et la fille remercient le chef de la Brigade Blanche et Phelps félicite Dan d'être intervenu pour la protéger. Il demande à Dan d'escorter la fille auprès de ses amis et une fois qu'ils sont partis, il tourne son attention vers Rio qui regarde toujours discrètement par la fenêtre. Après un bref échange de salutations et de présentations, Phelps dit qu'Abel a parlé en bien de lui et que le titre sanglier aurait été plus facile avec lui. Il remarque aussi à quel point la magie de Rio est intéressante, notant qu'il a réalisé que les chevaliers avaient glissé à cause d'elle. Alors que le capitaine s'éloigne, Rio se demande pourquoi le fils d'Amark choisirait de devenir aventurier. Cette nuit-là, pendant que Rio dîne, Abel apparaît pour le rejoindre. Rio précise qu'il ne paiera pas ses repas, mais Abel répond qu'il n'attend pas cela d'un nouveau venu. Après qu'Abel ait commandé son habituel au serveur, les deux commencent d'une manière ou d'une autre à parler des amours d'Abel. Quand Rio demande à propos de Lynn, Abel dit qu'elle a déjà le béguin pour Warren. Rio ne voit pas comment cela fonctionnerait, mais remarque que l'amour peut surmonter une petite différence de taille. Il demande ensuite si Rio a attiré l'intérêt d'Abel et l'homme panique littéralement comme un collégien embarrassé. Abel change rapidement de sujet et demande si Rio est prêt à l'aider avec quelque chose. Il conduit ensuite Rio dans les rues et commence à expliquer qu'un des enquêteurs envoyés à Loom est une de ses vieilles connaissances. Cet enquêteur a amené plusieurs gardes avec lui, et parmi ces gardes, certains sont un vrai désastre. Par conséquent, Abel veut les retrouver avant qu'ils ne puissent nous causer des problèmes. Pendant qu'il parle, Rio remarque un groupe d'aventuriers à l'air suspect. Ils décident de les suivre et sont conduits dans une ruelle où ils sont soudainement pris en embuscade. Rio gère facilement l'attaque, créant des cristaux de glace qui tombent sur chacun des assaillants et les assomment instantanément. Il se moque d'eux d'avoir pris tant de mal à les attirer là, alors qu'ils ne pouvaient même pas attaquer correctement. Cependant, Abel soutient que le problème vient des standards de Rio. Abel trouve ensuite un outil d'alchimie, et quand Rio insiste pour le garder, Abel argumente qu'ils doivent le soumettre comme preuve. Après avoir ligoté les assaillants suspects, Abel découvre qu'ils sont des aventuriers de Rancé de J. Clair, la capitale de Andelieu. Il se demande ce qu'ils font si loin de chez eux, puis part avec Rio pour les signaler à la garde de la ville. D'autre part, alors que Phelps marche calmement dans les rues, il est suivi par les mêmes chevaliers d'avant qui cherchaient à se venger de leur humiliation. Au moment où ils tendent de la main vers leur lame, ils sont soudainement paralysés quand Shannon apparaît derrière eux et les incinère avec un seul sort appelé Inferno. Le lendemain, une équipe d'expédition de recherche arrive de la capitale et rencontre le chef de la guilde. La discussion devient tendue quand Hugh se plaint de la réouverture du donjon et demande même des aventuriers comme escorte pour y descendre. L'homme de l'équipe d'enquête, nommé Clive Staples, explique avec colère que le ministre des Affaires intérieures est celui qui décide pour cette expédition de recherche et il leur a donné pleine autorité sur celle-ci. Un vieil homme présidant la réunion intervient, leur disant d'arrêter de se disputer et s'excuse auprès de Hugh pour leur saisie soudaine des provisions de nourriture de la guilde, offrant même une compensation.
Clive reste ferme sur son plan de réouverture de la guilde, et Hugh accepte, ce qui fait sourire Clive, mais avant qu'il ne puisse être trop satisfait, Hugh avertit que si quelque chose arrive aux aventuriers de Lune, ils ne seront pas tenus responsables. Le vieil homme dit à Clive que la condition est juste, et demande à Hugh s'ils peuvent payer les aventuriers au-dessus des tarifs standards. Hugh dit que cela dépend entièrement des aventuriers, et les avertit de procéder dans le donjon avec prudence, car on ne sait jamais ce qu'ils pourraient y rencontrer. Rio se dirige vers l'endroit où séjourne le groupe de l'épée écarlate, espérant trouver une cafétéria décente. Juste à ce moment-là, une fille se précipite hors de la porte, allant et venant avant de courir vers lui et de le supplier de lui montrer le chemin de la guilde car elle a une lettre à livrer. Rio ne veut pas renoncer à son repas mais décide quand même d'être un simp et la guide là-bas. À la guilde, la fille remet la lettre au groupe de l'épée écarlate, expliquant qu'elle vient du professeur Alarian. Abel l'ouvre et apprend qu'Alarian veut qu'il soutienne le magicien de la cour dans l'enquête du donjon. Quand Rio souligne que le donjon était censé rester fermé, Abel explique que c'était parce qu'un groupe de rang A, avec un aventurier de rang S de première classe, avait disparu à l'intérieur après le dernier grand sanglier des marais, mais l'équipe de recherche a obtenu la permission de l'explorer maintenant. Rio dit que le choix intelligent serait de rester à l'écart et de partir manger quelque chose. Alors qu'il s'en va, la fille le remercie et quand Rio lui fait remarquer qu'elle ne s'est pas présentée, la fille dit que son nom est Nathalie Schwarzkopf. Son nom de famille attire l'attention de Lynn et elle réalise rapidement qu'ils ont une célèbre mage de l'eau. Lynn est toujours curieuse du sort de mur de glace de Rio et demande à Nayli si elle le connaît. Mais Nayli dit que non et même elle est surprise d'apprendre qu'un tel sort existe. Abel ordonne alors à son équipe de ne jamais se battre réellement avec Rio et même s'ils se retrouvent contre lui, ils doivent se rendre car il est certain que même tous ensemble, ils n'auraient aucune chance. Il dit ensuite à Nayli que si elle a besoin d'aide et ne peut pas les trouver, elle devrait chercher Rio. Plus tard ce jour-là, l'équipe d'expédition de recherche installe des détecteurs de mana résiduels qui peuvent capter toute trace de mana laissée dans l'environnement. L'ancien utilisateur de l'équipe explique que ces détecteurs enverront toutes leurs données au groupe d'analyse, travaillant juste à l'extérieur du donjon. Cette nuit-là, les colocataires de Rio reviennent avec 2 rames et reçoivent une grande quantité de pièces d'or, ce qui les rend heureux. Ito dit qu'il est surpris que le donjon ait été ouvert si rapidement et Rio explique que seuls les aventuriers de rang D ou supérieur sont autorisés pour l'instant. Il leur demande aussi d'assister au briefing prévu pour demain. Au fil des jours, Abel voyage pendant 3 jours et atteint la 7e couche avec son équipe, mais ils n'ont pas trouvé le moindre monstre. Abel remarque que Clive et le groupe de l'Université Centrale Royale semblent pressés et Ria explique qu'ils travaillent sur une théorie selon laquelle les monstres du grand sanglier des marais viennent d'en dessous du 38e étage, c'est pourquoi ils veulent avancer rapidement. Le lendemain, lors du briefing des aventuriers, le chef de guilde explique que les groupes de rang E et F ne sont pas autorisés à escorter l'équipe d'enquête. Cependant, il leur assure que des travaux alternatifs ont été arrangés afin qu'ils ne se retrouvent pas ruinés ou ne meurent de pas de faim. Rio demande ensuite la couleur des pierres prises sur les monstres du grand sanglier des marais et U révèle que toutes les pierres étaient pas pâles, ce qui semble très étrange. Pendant ce temps, l'équipe d'expédition de recherche tombe finalement sur une immense porte aléatoire que Clive décide d'appeler la porte désormais. Il croit que la porte pourrait être connectée à un autre endroit et alors qu'ils installent des instruments pour l'examiner, toutes les personnes présentes disparaissent soudainement et même l'équipe d'analyse ne peut détecter aucune trace d'eux. Emle appelle les membres de son groupe s'assurant qu'ils vont bien avant de se tourner vers le vieil homme nommé Arthur qui explique qu'ils ont été déplacés. Les aventuriers deviennent mal à l'aise, chuchotant sur l'endroit où ils pourraient être, jusqu'à ce que le directeur Clive intervienne, ordonnant à chacun de se disperser et d'examiner la zone attentivement car le danger pourrait apparaître à tout moment. Un des hommes s'approche de Clive, demandant ce qui s'est passé. Il répond que cela doit avoir été une téléportation, c'est pourquoi déterminer leur emplacement actuel est leur priorité absolue. Ils commencent à se demander si c'était l'œuvre de la porte, mais Clive rejette la théorie précédente selon laquelle les monstres étaient restreints en dessous du niveau 38, la considérant comme fausse. Maintenant, il soupçonne fortement que la porte elle-même était la source de tous les monstres. Malgré tout, Clive admet que cet incident pourrait s'avérer être une bénédiction cachée, les menant peut-être même à découvrir la véritable origine du grand sanglier des marais. Un sourire narquois se répand sur son visage alors qu'il imagine cette découverte, devenant son tremplin pour une promotion en tant que chef de département. Pendant ce temps, de retour en ville, alors que les relevés disparaissent soudainement, l'équipe d'analyse commence à s'inquiéter car c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver dans des circonstances normales. Juste à ce moment-là, Nathalie parvient à capter un signal, et pendant un bref instant, il semble que le groupe disparu soit au 40e étage, avant que le signal ne soit à nouveau perdu. À ce moment-là, un homme arrive cherchant le responsable et se présente comme Christopher Blatt du Collège de Magie. Il prétend être celui qui organise officiellement cette enquête et quelqu'un agissant directement sur les ordres du roi, exigeant de savoir si quelque chose d'inhabituel ou d'anormal se passe à l'intérieur du donjon. Il explique la raison de cette agitation soudaine, disant que pendant qu'il se dirigeait vers le donjon avec les aventuriers locaux qu'il avait engagés, au moment où la personne devant lui a franchi le seuil, tout le monde a disparu dans l'air. Metley soutient qu'ils ne sont pas les seuls dont les relevés ont disparu, et Christopher Blatt demande immédiatement aux responsables s'ils ont confirmé d'autres observations de ce genre, à quoi la réponse est qu'ils l'ont fait, mais seulement au 10e niveau.
Blatt demande ensuite s'ils ont reçu d'autres signes d'eux après, et quand Nathalie répond que ce n'était que pour un instant, il demande où exactement, et la réponse est que le signal qu'ils ont détecté venait du 40e repère. Blatt devient visiblement mal à l'aise car c'est bien trop profond, le plus loin qu'un aventurier ait jamais atteint n'est que le 38e repère, et de plus, le niveau de difficulté au-delà du 30e étage exige au moins des groupes de rang B. Le responsable explique ensuite que le groupe de rang B, l'épée écarlate, était celui qui escortait cette équipe, il y a donc de très fortes chances qu'ils soient tous ensemble là-bas. Il ajoute qu'il a déjà envoyé un messager à la guilde et demandé au maître de guilde de venir dès que possible. Juste à ce moment-là, Nathalie se souvient de quelque chose et s'en va en courant. Pendant ce temps, Hugues est approché par la réceptionniste Nina qui l'informe que quelque chose ne va pas avec le donjon. Toute l'équipe d'enquête a disparu et ils le rencontrent à l'entrée immédiatement. Hugues devient tendu, craignant qu'Abel et l'épée écarlate n'aient également disparu. Il se prépare rapidement à partir, lui demandant de faire rassembler leur agent de liaison au point de contrôle du donjon. Il lui dit aussi de garder cette information secrète des aventuriers jusqu'à ce qu'ils puissent confirmer ce qui se passe réellement. D'autre part, alors que le chaos s'agite en ville, Rio se promène calmement dans la bibliothèque, cherchant des livres qu'il veut lire. Il monte les escaliers, espérant apercevoir Sarah, et à sa grande joie, elle apparaît. Il lui dit qu'il espérait comparer les archives des éclipses passées et des grands sangliers des marais. Sarah sourit et propose de l'aider à retrouver les archives. Alors qu'ils marchent ensemble vers la bonne section, elle lui demande s'il pense qu'il pourrait y avoir un lien entre les éclipses et le grand sanglier des marais. Rio refuse simplement la question, pourtant Sarah continue, insistant sur le fait qu'elle croit que sa théorie sur le lien entre les deux pourrait en fait être correcte. Elle explique qu'il y a bien eu une éclipse juste avant ce grand sanglier des marais, mais contrairement au passé, il n'y a jamais eu d'éclipse totale comme celle qui s'est produite cette fois-ci. Elle semble aussi curieuse de savoir comment Rio a réussi à penser à la même connexion qu'elle, alors que Rio sait qu'il ne peut pas simplement lui dire qu'il combattait un Akuma au milieu de cette éclipse. Quand elle le regarde avec ce regard curieux, presque comme si elle demandait ce qui se passe vraiment dans sa tête, il change soudainement de sujet en demandant si elle sait ce qui détermine l'éclat d'une pierre magique. Sarah lui permet de détourner la conversation et répond que plus un monstre vit longtemps, plus sa pierre devient éclatante. Rio est d'accord, ajoutant qu'il a appris la même chose pendant son voyage, mais il admet que ce fait l'a fait s'interroger sur la teinte des pierres des monstres pendant le sanglier, car la plupart d'entre elles étaient laropales. Si les pierres avaient été éclatantes, cela aurait eu du sens, car cela signifierait que seuls des monstres de niveau inférieur sont venus à la surface. Mais les pierres pâles ne pouvaient que suggérer que les monstres venaient d'apparaître récemment. Il soutient même que les monstres boss semblaient aussi être des apparitions récentes, et cela le conduit à former ses propres théories. Après l'avoir écouté, Sarah décide d'emmener le garçon voir les archives des précédents sangliers des marais, bien qu'elle avertisse que les documents pourraient ne pas être en parfait état. De retour dans le donjon, alors qu'Abel parle avec Arthur de la situation étrange, il suggère que cela pourrait être une téléportation, et qu'il pourrait être soit à un niveau différent du donjon, soit dans un endroit complètement différent. Il demande ensuite au groupe si leurs instruments fonctionnent correctement, et il s'avère que même les dispositifs de suivi fonctionnent comme d'habitude, ce qui rend l'un excité car cela signifie qu'il pourrait encore recevoir de l'aide. Abel se tourne vers le vieil homme et lui demande si quelque chose le tracasse, et Arthur répond que c'est l'air lui-même. Arthur se tourne ensuite vers Ria et lui demande si cela lui rappelle quelque chose, à quoi elle explique que cela ressemble exactement à l'intérieur du carré du sanctuaire, un sort que seuls les prêtres les plus hauts gradés étaient capables de lancer. Ria hoche la tête et soutient que c'est la forme ultime de magie défensive, connue sous le nom de miracle divin, et de plus, on dit qu'elle dévie tous les sorts offensifs ainsi que les attaques physiques. Abel soutient que cela signifierait qu'ils sont piégés à l'intérieur d'une sorte de barrière, et Ria est d'accord puisqu'ils ne peuvent pas sentir où se trouve la limite. Abel dit alors à Lynn d'utiliser sa sonde pour vérifier, et elle rapporte qu'elle peut sentir environ 1 millier d'humains espacés de 500 mètres, ainsi que 50 formes de vie qu'elle n'a jamais rencontrées auparavant. Arthur suppose que Clive et son équipe ont dû être téléportés ici aussi, et Abel pense qu'il serait préférable de sauver ou de se regrouper avec eux. Pendant ce temps, le chef de guilde arrive près du donjon et est informé de ce qui s'est passé, y compris le rapport d'un signal qui est si brièvement venu du 40e étage. Il n'arrive pas à y croire car même s'il mobilise déjà tous les aventuriers de la ville, aucun ne pourrait aller aussi loin. Blatt partage ensuite son inquiétude quant à la disparition si soudaine de ces personnes. Il s'excuse, disant que ni lui ni ses subordonnés ne peuvent entrer dans le donjon dans ces circonstances, et le chef de guilde est d'accord avec lui, espérant que l'équipe reviendra finalement en toute sécurité. De retour dans le donjon, les aventuriers sont brûlés par des flammes violacées lancées par les monstres. Ils essaient de lever leurs barrières, criant à tout le monde de venir à l'intérieur, tandis que ceux restés dehors périssent rapidement. La peur se répand alors que le groupe réalise à quel point ces créatures brisent facilement leurs barrières. Clive les reconnaît aussitôt, confirmant que ce sont des démons, les êtres mêmes dont il n'avait fait que lire auparavant. Les monstres maîtrisent tout le monde avec peu d'efforts, et bien qu'Abel et son équipe parviennent à se mettre en sécurité, ils ressentent tous une vague de malaise glaçante.
Ria explique que les démons sont censés être plus forts que n'importe quel humain. Lynn demande pourquoi de tels monstres apparaîtraient même ici, mais Arthur l'interrompt et leur dit de laisser les spéculations pour plus tard. Prenant le commandement, il ordonne à tous les mages de préparer leurs attaques et d'immobiliser les démons. Étonnamment, le sort de javelot de quelqu'un s'avère très efficace, même si Ria se souvient que la magie aurait dû être inutile contre eux. Ils essaient d'élaborer un plan, et Arthur demande sa deuxième volée d'attaque magique, bien qu'ils craignent qu'il ne manque de mana avant que la bataille ne puisse se terminer. Parmi les démons, Abel remarque une figure qui se distingue, quelqu'un qui semble être leur chef à tous. Après la quatrième volée, le mana commence à manquer, alors Abel emmène Garen et son escouade en avant pour le combat rapproché. L'épée écarlate fonce, utilisant parfaitement la double incantation pour abattre les ennemis les uns après les autres, tandis que Garen les protège et cela soulage Arthur. Sachant que le groupe est vraiment à la hauteur de sa réputation, alors que leur mana s'épuise davantage, il ne reste que 6 monstres debout et leur chef se révèle être un prince démon, ce que Ria explique comme un être aux yeux de couleurs différentes. Elle leur dit qu'un prince démon est la forme immature d'un seigneur démon, un qui ne s'est pas encore éveillé, et elle soutient en outre que seuls 4 de ces êtres peuvent exister simultanément, l'un étant destiné à s'asseoir sur le trône. Abel a aussi entendu les vieilles légendes et réalise vite que ce combat sera loin d'être facile. Ria insiste que personne, sauf le héros choisi, n'a jamais réussi à vaincre un prince démon, mais Abel refuse de reculer et s'avance, espérant un miracle. Il se tourne vers ses amis, leur disant de ne pas perdre espoir. Comparé à la fois où ce griffon terrifiant les avait presque fait mouiller leurs pantalons, cela ne lui semble pas aussi grave. Sur ce, il plonge droit dedans, tranchant les démons avec aisance, tandis que le prince démon écarte tous les autres, exigeant un duel en 1 contre 1. Le seigneur démon immature fonce droit devant Abel et le force à la défensive. Abel devient anxieux car il ne voit même pas comment il pourrait réussir, tous les sorts étant facilement déviés par le monstre. La situation commence à devenir critique alors que Clive et son groupe sont engloutis par les flammes, tandis que les aventuriers du côté d'Abel sont aussi forcés de reculer. Abel serre fermement sa lame et déchaîne sa compétence d'épée tour 0, et au moment où il est sur le point de trancher la gorge du démon, la créature s'échappe laissant Abel stupéfait. Il s'excuse auprès de Ria en acceptant sa mort, mais à ce moment-là, une goutte d'eau tombe alors que Rio bondit dans le combat, souriant à Abel et lui demandant s'il est blessé. Abel demande ce que le garçon fait là, et Rio explique simplement qu'il est venu le sauver. Il taquine en disant qu'il n'aurait jamais cru qu'un monstre aussi faible puisse pousser Abel au bord de la mort. Même quand Abel lui dit que c'est un prince démon, Rio se moque, trouvant ça une blague de mauvais goût, et lui rappelle que ce n'est pas le moment pour des bêtises, car il ne peut pas croire que quelque chose d'aussi faible puisse être lié à un seigneur démon. Abel essaie de le raisonner, insistant que c'est vraiment un seigneur démon immature, mais tout ce que Rio voit, c'est un bébé seigneur démon à peine digne d'être pris au sérieux. Alors que Rio s'avance vers la créature, ses sbires se précipitent pour l'attaquer, mais il les dévie facilement avec des lances de glace avant de leur trancher la gorge avec sa compétence de jet d'eau. Rio se dresse alors devant le prince démon, tire sa lame et se prépare à engager le monstre au combat. L'histoire revient un peu en arrière au moment où Nathalie se précipite à la recherche de Rio. Ito lui dit qu'il est du côté nord de la bibliothèque, alors elle s'y précipite et finit par le croiser en chemin. Elle demande immédiatement son aide, expliquant que l'épée écarlate a disparu à l'intérieur du donjon. Sans perdre de temps, Rio forme un chariot de glace sous elle et le traîne à grande vitesse vers le donjon tandis qu'elle hurle à cause de la course. En chemin, elle lui raconte ce qui s'est passé et une fois que Rio comprend, il lui demande pourquoi elle est venue le voir spécifiquement. Nathalie répond qu'Abel lui a dit que si quelque chose tournait mal en son absence, elle pouvait compter sur Rio, c'est pourquoi elle s'est précipitée pour le trouver. Entendre cela fait sourire Rio, puis il fonce droit vers la porte du donjon. Les gardes à la porte lui disent donc que le donjon est interdit d'accès, mais Rio les ignore et s'entoure d'un mur de glace avant de se faufiler devant eux. Une fois arrivé au premier étage, il se souvient que Nathalie a dit que le bruit venait du 40e étage. Il réalise qu'il n'y a pas de temps à perdre et utilise donc son jet abrasif pour percer des trous dans le sol jusqu'à atteindre l'endroit. Alors que la scène revient au présent, Rio fait maintenant face au prince démon tout en se moquant du monstre. Il prépare son épée et au moment où le prince démon fonce vers lui, il remarque nonchalamment que le démon est très lent et en un instant lui tranche le cou, le séparant net de son corps. Cela laisse Abel complètement stupéfait et il demande à Rio quel genre de mouvement il vient d'utiliser. À leur grande surprise, le prince démon n'est pas fini. Il ramasse sa tête coupée et la remet sur son cou. Rio remarque que si le démon semble résilient, il ne répond pas à ses critères d'un véritable seigneur démon. Une fois de plus, Rio se moque de lui comme d'un faible, bien qu'il se demande si le démon comprend même ce qu'il dit. Avant que le démon ne puisse se précipiter à nouveau sur lui, Rio met sa régénération à l'épreuve en déchaînant 256 jets abrasifs. Les jets d'eau découpent le démon en d'innombrables morceaux, brisant sa pierre magique. Abel respire de soulagement et remercie Rio de les avoir sauvés. Mais Rio insiste que la seule gratitude qu'il acceptera est un repas de la cafétéria. Abel promet rapidement de le régaler pendant une semaine entière. À ce moment-là, Lynn se précipite et s'accroche fermement à Abel, exprimant à quel point elle est soulagée de le voir sain et sauf.
Arthur s'avance et se présente comme conseiller du bureau des magiciens royaux, expliquant qu'il représente l'enquête de la cour sur l'incident du donjon et remerciant sincèrement Rio pour son aide. Rio répond qu'il est juste content d'être arrivé à temps, bien que malheureusement de nombreuses vies aient été perdues. Arthur l'assure qu'une fois que leurs magiciens auront récupéré leur mana, il ordonnera de rassembler les restes. Abel se tourne alors vers Rio et lui demande son aide pour collecter la pierre magique du prince démon, expliquant qu'il veut utiliser l'argent de celle-ci pour soutenir les familles des défunts. Rio accepte d'aider sans hésitation et demande des informations sur les démons qu'il a entendu appeler des diables. Abel explique que c'était aussi leur première fois face à de tels êtres, car ils n'étaient pas apparus dans les provinces centrales depuis plus d'un millénaire. Malgré tout, Rio ne peut pas se sortir de l'esprit l'Akuma qu'il a combattu un peu plus tôt, alors qu'il essaie de la relier à ses diables. Quand Abel remarque son silence et demande ce qui ne va pas, Rio explique que lorsqu'il est monté du 39e étage, il a ressenti un étrange chant dans l'air, une sensation qui a soudainement disparu une fois le prince démon abattu, et il a aussi remarqué quelque chose d'inhabituel grâce à son sort de sondage qu'il devrait vérifier à leur retour. Alors qu'Abel inspecte la pierre magique du prince, il la trouve noire, et Arthur admet que pendant ses jours d'aventurier, il a une fois rencontré un diable dans les provinces de l'Ouest, mais était trop faible pour le vaincre, faisant de cela sa première fois avoir une pierre de diable également. Lynn ajoute que même les grands temples des provinces centrales n'ont aucune trace de telle pierre, et Arthur note en outre que ces démons semblent apparaître au hasard, ce qui conduit à la théorie qu'il pourrait être capable d'utiliser la magie spatio-temporelle. Ailleurs, un groupe de héros met le feu à un hôtel, seulement pour que l'Akuma Léonore apparaisse derrière eux. Elle explique nonchalamment qu'elle s'amusait juste, a décidé de jeter un coup d'œil et s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre à l'intérieur d'un hôtel fait par l'homme. Les héros la prennent instantanément pour un seigneur démon et déclarent qu'elle est finie. Léonore incline la tête et demande s'ils l'ont vraiment appelé un seigneur démon. Le groupe soutient qu'ils ont construit cet hôtel avec d'innombrables sacrifices, précisément pour en invoquer un. Léonore ricane et demande qui ils sont, vu qu'ils ont fait tant d'efforts juste pour ça. Un garçon avec une épée s'avance et se présente comme Roman, le héros. Léonore éclate de rire et dit qu'elle le laissera la divertir. En un clin d'œil, elle apparaît devant lui et enfonce ses mains directement dans son abdomen. Le voyant s'effondrer, elle soupire de déception, qualifiant le tout d'anticlimatique. Alors que le reste du groupe se prépare à attaquer, Léonore apparaît devant eux et taquine, demandant s'ils ne devraient pas plutôt s'inquiéter de leur soi-disant héros. Sur le chemin du retour, elle s'empare du joyau sacré de couleur noire, remarquant qu'au moins le prendre rendra le voyage utile, puisque le combat lui-même était ennuyeux. Avant de partir, elle clarifie qu'elle n'est pas du tout un seigneur démon, et leur dit même qu'il y a des humains qui sont à la hauteur de sa force. Se souvenant de Rio, elle sourit et dit à Roman qu'il devrait au moins viser à devenir l'humain le plus fort. Ces mots laissent le groupe de héros complètement secoué, surtout quand elle ajoute qu'il y a des humains 10 000 fois plus forts que lui. De retour dans le donjon, Rio et les autres rencontrent les aventuriers engagés par Clyde avant de reprendre leur enquête, où ils découvrent un orbe noir fissuré qui semble lié à l'étrange anomalie que Rio avait ressentie plus tôt. Arthur admet n'avoir jamais rien vu de tel et le scelle à l'intérieur d'un sac barrière où aucun mana ne peut passer, considérant que c'est leur seule preuve. Sur le chemin du retour à la surface, Abel remercie Rio une fois de plus, mais Rio lui rappelle sa promesse de le nourrir pendant une semaine entière, mentionnant même Kurga comme faisant partie de l'accord, et le prévient à moitié en plaisantant que si Abel oublie, il le coupera en morceaux plus petits que le diable qu'ils ont combattu. Quand ils retournent à la surface, le chef de guilde loue leur travail, et Abel remercie Nathalie d'avoir amené Rio. Hugues est soulagé de voir Abel en vie et souhaite qu'il prenne des emplois plus sûrs à la surface. Mais son soulagement se transforme vite en réprimande, alors qu'il réprimande Rio pour avoir ignoré les gardes et s'être précipité tête baissée dans le donjon. Rio s'excuse, mais Arthur intervient et dit au chef de guilde qu'ils ne sont là que grâce à Rio. Hugues est surpris et exige une explication, et Arthur le conduit à la tente pour tout expliquer. Là, Arthur explique à Hugues qu'à part le prince démon, près de 50 diables les attendaient à l'intérieur. Hugues soutient que cela ne devrait pas être un choc puisque c'était Arthur avec le groupe d'Abel, mais Arthur admet que malgré la force d'Abel, il avait failli perdre la vie face au prince démon, et par pure chance, Rio est apparu au moment parfait et a sauvé leur groupe d'une mort certaine. Arthur se tourne vers le chef de guilde et demande qui est vraiment ce garçon. Et pendant qu'Arthur expose tout ce qu'il sait de lui, les deux conviennent discrètement qu'un magicien aussi sans précédent doit rester de leur côté. Dans cet esprit, ils décident de garder Rio caché de ces aristocrates décérébrés en s'assurant qu'il n'y ait aucune trace officielle de ses exploits. Alors que la scène change, Rio fonce en avant avec ses colocataires qui peinent à suivre, les exhortant que le plus important est juste de continuer à bouger, tandis qu'il les dépasse facilement. Traversant une ruelle, il devient agité, aspirant à une vraie bataille, contrairement à celle avec le prince démon qui s'est terminée avant même d'avoir commencé. Mais l'odeur soudaine du curry l'attire et le mène droit à Sarah. Elle le salue avec un sourire, insistant qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour le curry qu'Aloun, et l'invite à s'asseoir.
Tous deux commandent un curry moyennement épicé et en discutant, Sarah apprend que Rio s'est inscrit directement au rendez, ce qu'elle trouve impressionnant. Une fois leurs plats arrivés, ils savourent le repas ensemble avant de sortir du restaurant où Rio lui demande si elle est une aventurière puisqu'il ne l'a jamais vue à la guilde. Sarah explique qu'elle travaille maintenant comme instructrice d'escrime pour l'ordre des chevaliers du Margrave Loon, et quand Rio réagit avec une légère surprise, elle se penche plus près, lui disant qu'elle est bien plus forte qu'elle n'y paraît, et l'invitant même à un combat simulé. Alors qu'elle le conduit au terrain d'entraînement, Sarah taquine en disant qu'il a l'air d'avoir envie de se battre et Rio demande comment elle sait qu'il utilise aussi une épée. Elle explique que sa démarche et sa posture l'ont trahi et ajoute qu'elle aussi est à la fois manieuse de l'âme et de magie comme lui. Sans perdre de temps, elle lui demande s'il est prêt et le charge. Le duel se transforme rapidement en un affrontement acharné et Sarah s'enthousiasme en réalisant à quel point Rio est vraiment habile. Elle soutient que même les chevaliers n'ont pas pu éviter sa charge, pourtant il y est parvenu, ce qui la pousse à se donner à fond. Rio a du mal à suivre et esquive à peine sa rafale d'attaque jusqu'à ce que finalement sa lame soit coupée en deux, le forçant à se rendre. Sarah se précipite et le serre fort dans ses bras, le louant comme incroyable. Rio demande si elle utilisait la magie du vent pour booster ses mouvements et admet que c'était impressionnant. Sarah demande au garçon qui lui a enseigné de telles compétences. Quand Rio mentionne son mentor, elle réalise vite qu'il parle du roi des fées. Voyant sa confusion quant à la façon dont elle sait, elle explique que les elfes sont à moitié fées, ce qui lui facilite la tâche pour le remarquer, surtout après avoir reconnu la robe que le roi des fées lui a donnée. Fascinée, elle dit à Rio que le roi des fées est plus une légende qu'une réalité pour la plupart des gens, qu'il y a là quelqu'un à qui il a réellement enseigné l'escrime. Juste à ce moment-là, il est temps pour Sarah de partir pour la leçon de Maître Alfonso, le petit-fils du Margrave. Alors elle s'excuse et demande à Rielita de raccompagner Rio, mentionnant qu'il est important pour elle. Alors que Rielita l'emmène, elle ne peut pas se défaire des mots de Sarah sur l'importance de Rio. En chemin, Hugues apparaît soudainement avec un chariot et offre à Rio de le raccompagner. Pendant le trajet, Hugues le remercie pour ce qu'il a fait mais lui fait comprendre qu'il ne peut ignorer l'ordre d'un garde. Donc en guise de punition, il assigne à Rio la tâche de faire un aller-retour à Whitnash. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.